Vous vivez actuellement un litige juridique et vous avez besoin d'un avocat, mais vous n'avez pas les moyens de le payer. Eh bien, sachez que vous pourriez être admissible à l'aide juridique. L'aide juridique est un service offert gratuitement ou moyennant une contribution. Les services d'aide juridique ne sont pas seulement offerts aux gens qui reçoivent des prestations d'aide sociale. Les services juridiques peuvent être rendus par des avocats permanents de l'aide juridique ou des avocats de pratique privée selon votre choix. Pour faire une demande d'aide juridique, je vous explique la procédure à suivre. Pour faire évaluer votre admissibilité à l'aide juridique, vous devez dans un premier temps prendre un rendez-vous par téléphone au bureau d'aide juridique de votre localité. Vous devez vous présenter à ce rendez-vous afin de signer une demande d'aide juridique. Une employée vous demandera alors de lui fournir une copie de tous les documents ou les renseignements concernant votre situation financière et celle de votre famille. Vous devez absolument apporter tous les renseignements et documents suivants. Une pièce d'identité avec photo, votre numéro d'assurance sociale et tous les documents relatifs aux problèmes juridiques qui vous concernent. Si vous recevez des prestations d'aide sociale, vous devez apporter le carnet de réclamation du mois de la prise de votre rendez-vous et celui du mois de votre rendez-vous. Si vous ne recevez pas des prestations d'aide sociale, vous devrez fournir une copie de votre déclaration fiscale provinciale ainsi qu'une copie de votre avis de cotisation de l'année précédente. Toutefois, si au moment de votre demande d'aide juridique, votre situation financière est différente de l'année précédente, vous devrez fournir une copie de toutes les preuves de revenus de toutes sources, dont notamment et selon le cas, vos relevés d'emploi, le dernier relevé de paye de tous vos emplois de l'année, les revenus de commission, de pourboire, de loyer, d'intérêt, le relevé détaillé des prestations brutes d'assurance-emploi, vos états financiers si vous êtes un travailleur autonome, vos relevés des prestations gouvernementales telles que CNESST, SAAC, Régie des rentes du Québec, Pension de la sécurité de la vieillesse, vos relevés des prestations brutes d'assurance invalidité, vos prêts et bourses, vos RQAP, l'état de compte à jour du percepteur des pensions alimentaires pour toute pension alimentaire reçue ou payée et les relevés concernant les crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants. Vous pouvez vous procurer plusieurs renseignements ou documents en consultant directement les organismes concernés ou leur site Internet. Si vous payez une pension alimentaire ou des frais de garde, n'oubliez surtout pas d'apporter la preuve puisqu'ils pourront être déduits de vos revenus. En plus d'apporter la preuve de vos revenus, vous devrez également fournir une copie de la liste de vos actifs et liquidités en fournissant, notamment selon le cas, une copie du compte de taxes municipales de tous les immeubles dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire, les relevés à jour de tous vos placements, CELI, REE, REER, dépôt à terme, placement, obligations, actions, les relevés et valeurs de tous les autres biens, que ce soit roulotte, VTT ou bateau, les relevés de tous vos comptes bancaires pour la période couvrant au moins les 30 derniers jours et les relevés de toutes vos dettes, solde hypothécaire, carte de crédit, emprunt personnel à jour. Soyez attentifs et assurez-vous d'apporter tous les documents à jour à la date de la prise de votre rendez-vous afin d'éviter des délais dans le traitement de votre demande d'aide juridique. En cas de doute, vaut mieux en apporter plus que pas assez. Si vous êtes admissible gratuitement à l'aide juridique, vous n'aurez rien à débourser. Dans le cas où vous êtes admissible avec une contribution, celle-ci pourra varier de 100 à 800 $.
Les avocats de l'aide juridique offrent plusieurs services dans différents domaines du droit. En plus, l'aide juridique offre un service d'aide à l'homologation d'une entente connu sous le nom de SAH. Ce service s'adresse aux parties admissibles ou non à l'aide juridique qui, d'un commun accord, désirent réviser les modalités d'un jugement en matière familiale dans lequel une pension alimentaire pour enfants a été fixée. Si vous désirez de plus amples informations sur l'aide juridique ou les services offerts par l'aide juridique, nous vous invitons à consulter notre site Internet. N'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous par téléphone avec votre bureau d'aide juridique afin de faire vérifier votre admissibilité et ce en tout temps. Merci de faire confiance à l'aide juridique de la région Laurentide-Lanaudière. Les policiers ont le pouvoir de vous arrêter dès qu'ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez commis un crime ou que vous êtes sur le point d'en commettre un, et ce, sans mandat d'arrestation. Si vous vous faites arrêter, sachez que les policiers ont le devoir de vous mettre en contact par voie téléphonique avec l'avocat de votre choix. À cet effet, sachez que l'aide juridique offre gratuitement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les services d'un avocat de garde téléphonique. Si vous vous faites arrêter, les policiers ont le pouvoir de vous fouiller vous et vos effets personnels. Cependant, rappelez-vous qu'en aucun cas, vous n'avez l'obligation de répondre aux questions des policiers. Vous avez le droit de garder le silence et souvent, votre silence sera la meilleure façon pour votre avocat de vous sortir du pétrin. Après vous être fait arrêter, vous devrez vous présenter à la cour. Cette convocation à la cour peut se faire via une lettre qu'on appelle sommation. Si les policiers désirent vous imposer des conditions à respecter, ils devront vous faire signer au poste de police un document qu'on appelle « promesse de comparaître ». Si vous ne respectez pas les conditions imposées, vous vous exposez à être arrêté et accusé pour le non-respect de ces conditions. Vous et votre avocat devrez être présents à la cour à l'heure et à la date convenue à votre sommation ou à votre promesse. À cette étape, ni les témoins ni les victimes ne sont présents. Le juge veut simplement s'assurer que vous êtes présent et verra à vérifier si vous plaidez coupable ou non coupable aux accusations reprochées. Si vous plaidez non coupable, le procureur de la Couronne remettra à votre avocat l'entièreté de la preuve au soutien des accusations. Malheureusement, dans certains cas, lorsqu'on vous accuse d'avoir commis un crime grave ou lorsque vous avez accumulé des antécédents judiciaires, les policiers ont le pouvoir de vous garder détenu pendant un délai maximum de 24 heures afin de vous faire comparaître devant un juge. Lors de votre comparution, c'est le procureur de la Couronne qui a le pouvoir de s'objecter ou non à votre remise en liberté. S'il y a objection à votre remise en liberté, votre avocat verra à débattre de cette question devant un juge. Pour prendre sa décision, le juge doit être convaincu que votre détention est nécessaire pour l'une ou l'autre des raisons suivantes. La première, pour s'assurer que vous soyez présent à la cour. La deuxième, pour assurer la protection du public, celle des victimes ou simplement pour s'assurer que vous ne commettiez pas à nouveau un crime. Et la dernière est celle pour assurer la confiance du public envers une saine administration de la justice. Si le juge vous remet en liberté, il vous imposera des conditions à respecter pendant toute la durée de votre dossier à la cour. Le procès est l'étape du processus judiciaire où les témoins et les victimes viendront raconter leur version des faits. Le procureur de la Couronne et votre avocat peuvent leur poser des questions. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire et le contre-interrogatoire. Le procureur de la Couronne peut aussi, avec l'aide des policiers qui ont travaillé à l'enquête, présenter au juge des vidéos, des photos ou tout autre élément de preuve. Votre avocat s'assurera que les éléments de preuve ont été légalement obtenus. Une fois que le procureur de la Couronne a terminé la présentation de sa preuve, vous devrez, sous les conseils de votre avocat, faire le choix de présenter ou non une défense, mais surtout, quel type de défense présenter. Votre défense est un élément stratégique que seul vous et votre avocat devez connaître. Souvent, votre défense n'est pas votre version des faits. Faites confiance en votre avocat et en ses conseils.
Une fois le procès terminé, le juge devra se poser la question s'il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, que vous avez commis le crime qu'on vous reproche. S'il a le moindre doute ou s'il croit votre défense, vous serez acquitté. Cependant, si vous êtes trouvé coupable, le juge devra vous imposer une sentence. La sentence est la sanction que vous recevrez si vous êtes trouvé coupable d'un crime. Lors du prononcé de votre sentence, votre avocat verra présenter au juge tous les arguments nécessaires afin de bénéficier de la sentence la moins sévère possible. C'est son devoir en tant qu'avocat de défense. En effet, chaque sentence est différente d'un individu à l'autre. Plusieurs personnes ayant commis le même crime peuvent bénéficier de sentences différentes. Malheureusement, sachez que pour certains crimes, si vous êtes trouvé coupable, le Code criminel prévoit des sentences minimales de prison. En conclusion, le processus judiciaire criminel est très complexe et c'est pourquoi les avocats de l'aide juridique spécialisés en droit criminel sauront vous supporter pendant tout le processus judiciaire et auront à cœur votre défense et vos intérêts, quoi qu'il en coûte. Une rupture est souvent chargée d'émotions et complique vos échanges avec votre ex-conjoint. Notre rôle, à titre d'avocat de l'aide juridique, est de vous conseiller sur vos droits et vos obligations. Nous vous représentons dans ce processus judiciaire qu'il s'agisse d'un divorce ou d'une séparation entre conjoints de fait. Suivant la rupture, les parents devront se consulter et déterminer ensemble leur temps de garde auprès des enfants. S'il vous a été impossible de vous entendre, nous devrons solliciter le tribunal pour trancher cette question. Plusieurs modalités seront envisagées par le tribunal. Parmi celles-ci, nous retrouvons la garde partagée ou la garde exclusive confiée à l'un ou l'autre des parents. La garde partagée permet une présence similaire entre les enfants et leurs parents. Cependant, chaque famille étant unique, parfois il n'est tout simplement pas possible d'établir ce type de garde. Plusieurs facteurs guideront le tribunal pour trancher cette question. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la capacité parentale des parents, la proximité entre les deux domiciles, la disponibilité des parents et la communication entre eux. Advenant que la garde soit confiée à l'un ou l'autre des parents, le parent non gardien se verra confier des accès élargis ou non. Malgré son temps de garde réduit, il aura les mêmes droits et obligations vis-à-vis ses enfants. C'est ce que nous appelons l'autorité parentale. Ainsi, il sera consulté pour toutes les questions d'importance concernant le choix des écoles, les soins de santé, les activités parascolaires ou sportives. Une fois la question de la garde réglée, nous devrons établir le montant de la pension alimentaire pour enfants. 3 facteurs font varier cette pension: le temps de garde des parents, le nombre d'enfants et le revenu des parties. Ainsi, il est faux de prétendre que la garde partagée annule l'obligation de payer une pension alimentaire pour les enfants. Le parent ayant le plus de revenus paiera une pension alimentaire au parent qui en a le moins. Le but de la pension alimentaire est d'équilibrer les moyens financiers de chaque parent afin d'éviter que les enfants se retrouvent dans une inégalité financière. Les barèmes sont prévus par la loi et peuvent être augmentés ou diminués en fonction des besoins ou difficultés propres à chaque famille. La pension alimentaire pour enfants est obligatoire. Vous ne pouvez donc pas y renoncer. Au moment de la rupture, les enfants sont traités de la même façon que leurs parents soient mariés ou conjoints de fait. Or, pour ce qui est du partage des biens, les conjoints mariés devront partager leur patrimoine familial et leur régime matrimonial. La majorité des biens que vous possédez se retrouvent dans les 4 grandes catégories des biens inclus dans le patrimoine familial: les résidences de la famille, les meubles, les véhicules servant au déplacement de la famille, les fonds accumulés durant le mariage, pour la retraite, comme les fonds de pension, les REER et les rentes accumulées auprès de la Régie des rentes du Québec. Pour ce qui est des conjoints de fait, la partie qui revendique un bien devra prouver qu'elle est le propriétaire en vertu d'un contrat ou d'une facture. Advenant le cas que les parties soient copropriétaires d'un bien, elles devront déterminer à l'amiable qui deviendra l'unique propriétaire et quelle est la valeur de rachat pour l'autre partie. Le tribunal peut être sollicité pour trancher cette question sous une demande en partage. Pour ce qui est des immeubles détenus en copropriété, l'une des parties devra vendre sa part à l'autre. Cependant,
Si vos moyens financiers ne vous le permettent pas, la vente de l'immeuble sera possiblement la solution à envisager. Le tribunal peut, une fois de plus, être sollicité par une demande en partage pour déterminer, par exemple, la valeur de l'immeuble, qui habitera l'immeuble durant le processus judiciaire et la valeur de la part de chacune des parties. En terminant, il est possible que votre avocat vous recommande de faire appel à un médiateur, et ce, avant même qu'une demande soit faite à la cour. Cela vous permettra d'échanger avec votre ex-conjoint en présence d'un professionnel qui vous aidera à trouver des pistes de solution. En plus, le processus est complètement confidentiel et souvent gratuit. Une entente peut intervenir durant le processus et nous pourrons en discuter ensemble. Notre rôle est de vous accompagner durant tout le processus de votre rupture. L'intervention de la protection de la jeunesse n'est jamais agréable et voir des étrangers débarquer dans notre vie peut être éprouvant. Permettez-moi de vous donner quelques explications. Premièrement, pour que la DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse, puisse intervenir dans la vie d'un enfant, elle doit d'abord et avant tout avoir reçu un signalement. Signaler, c'est communiquer avec la DPJ pour les informer que vous êtes inquiet pour un enfant et que vous croyez qu'il vit une situation difficile. En termes juridiques, nous dirons que la sécurité ou le développement de cet enfant est ou pourrait être compromis. Vous devez savoir qu'il s'agit d'un processus confidentiel et que personne, pas même le juge, connaîtra votre identité. Toutefois, toute personne, incluant les professionnels qui gravitent autour d'un enfant, tels médecins, psychologues, enseignants, éducateurs en garderie et même les policiers, sont tenus de faire un signalement s'ils considèrent qu'il y a de l'abus sexuel ou de l'abus physique. Aussi, l'enfant lui-même peut signaler sa propre situation ou celle de ses frères et sœurs ou d'un autre enfant. À l'égard du signalement, la Direction de la protection de la jeunesse doit d'abord et avant tout évaluer sommairement les faits afin de vérifier si elle va poursuivre l'enquête. Dans l'éventualité où les faits le justifient, un intervenant pourra aller rencontrer l'enfant, ses parents. Il pourra même aller rencontrer l'enfant à l'école. Dans certaines circonstances, il est possible que la Direction de la protection de la jeunesse applique ce qu'on appelle des mesures de protection immédiate. Ça signifie que l'enfant sera retiré de son milieu pour être confié, par exemple, en famille d'accueil, en centre de réadaptation, confié à l'un ou l'autre de ses parents, à ses grands-parents, à famille élargie. Ces circonstances que l'on appelle mesures de protection immédiate seront d'une durée de 48 heures. À l'expiration de ce délai, la Direction de la protection de la jeunesse doit proposer une entente aux parents, lesquels pourront consulter un avocat avant de les signer. Si la protection de la jeunesse arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant est compromis, il prendra en charge l'enfant. Ce faisant, il devra proposer aux parents une entente que ceux-ci devront signer. Avant la signature, les parents pourront consulter un avocat. Vous devez savoir aussi que l'enfant âgé de 14 ans et plus devra signer cette entente. À défaut d'entente ou à défaut de signature, le tribunal sera saisi. La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est un tribunal spécialisé en droit de la jeunesse. Vous devez savoir aussi que les auditions sont à huis clos. Cela signifie que la confidentialité prévaut, et ce, pour s'assurer de préserver l'identité de l'enfant. Ainsi, la famille élargie, les conjoints et les amis ne pourront entrer dans la salle que si toutes les parties y consentent. Le tribunal aura à déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens de la loi. La loi prévoit les motifs pour arriver à cette conclusion, notamment la négligence au niveau des soins de santé, la négligence au niveau éducatif, le rejet affectif ou en fait toute situation où il y aurait de la violence familiale, l'abus ou le risque d'abus sexuels et physiques, l'absentéisme scolaire et les troubles de comportement sérieux. Vous devez savoir aussi que lors de l'audition, votre enfant sera accompagné d'un avocat indépendant de celui des parents.
Il pourra rencontrer son avocat en toute confidentialité. Si le tribunal arrive à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, celui-ci pourra ordonner à titre de mesure, par exemple, de confier l'enfant en centre de réadaptation ou en famille d'accueil, le confier à un tiers, ordonner la fréquentation scolaire ou des soins de santé. Vous devez garder à l'esprit que personne n'est accusé et l'objectif est de venir en aide à l'enfant et à sa famille. En conclusion, l'intervention de la protection de la jeunesse est une intervention intrusive qui soulève beaucoup d'émotions. Les avocats d'aide juridique qui pratiquent en protection de la jeunesse sont des spécialistes outillés qui peuvent vous accompagner tout le long du processus.